Bonjour, alors je commencerai peut-être par un préliminaire qui recoupe d'ailleurs l'argumentaire de Laurent de Sutter en ouverture du programme de la semaine de la pop philosophie. Donc il me semble que simplement important de recentrer la chose en disant que la pop philosophie est moins une façon d'appliquer la philosophie à des objets qui seraient extra-philosophiques qu'une espèce d'angle, de coupe, de médium, une façon d'aborder les phénomènes, et qui est la façon de Deleuze par excellence, puisque c'est Deleuze qui a forgé le terme de pop philosophie, à savoir le critère de l'intensité. Et donc, en sus de ce critère donc plutôt méthodologique ou heuristique, la philosophie peut également se pencher sur des objets qui théoriquement excèdent son champ propre, tel que l'histoire de la philosophie l'a défini, à savoir comme Hans cette nuit le concept de mode. Alors, je ne fais que répéter une précaution méthodologique que tous les philosophes répètent, donc peut-être que la répétition est suspecte en elle-même, mais je pense que quand la philosophie s'empare de phénomènes qui sont quand même des phénomènes sociétaux, des phénomènes oui, du socius, de la culture médiatique, que ce soit donc la mode, le rock, les mangas, les jeux vidéo, le danger par excellence qui serait préjudiciable et à la philosophie, qui la viderait de son contenu et qui serait préjudiciable aux objets sur lesquels elle porte, ce serait de faire une espèce de matrice de science appliquée qui donc dirait le vrai de ces champs de pensée. Et donc de s'appliquer à des matériaux hétérogènes en faisant une espèce de métaphilosophie, de méta-réflexion qui les viderait de leur pouvoir constituant et propre. Et donc je pense que c'est ce que j'ai tenté dans le corps glorieux de la top modèle, que lorsqu'on prend la mode comme objet de pensée, le réquisite à prendre, c'est qu'il ne faut pas limiter la mode à ce qu'elle donne à réfléchir et à penser, à conceptualiser à la philosophie, mais bien plutôt la resserrer, la concentrer sur ses composants propres et sur ses invariants, donc sur ses opérateurs de pensée. Et donc loin de faire un objet sur lequel la philosophie se penche, de recueillir les énoncés que la mode produit et de la prendre en tant que telle comme sujet d'énonciation. Cette optique implique donc une divergence par rapport à l'approche sociologique, puisque la prégnance et la diffusion de la mode dans le tout du social va moins importer que ce qu'elle met véritablement en jeu, et même ce qu'elle met en scène et ce qu'elle opère au niveau conceptuel. Donc les sociologues ou les historiens de la mode ont montré combien elle a commencé à se diffuser dans le tout du social, et comment ces principes organisateurs tels que le changement, la séduction, l'éphémère, le simulacre régissent la vie quotidienne moderne. L'autre point qui est devenu une évidence, et donc on ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes, donc ce n'est pas celle-là que je vais emprunter, c'est qu'il est acquis maintenant que la mode ne se confine plus uniquement à la parure, au stylisme, mais qu'en tant que phénomène social, elle dicte une certaine manière d'être au monde, une façon d'habiter le corps, ce que Marie-Aude Barognan a décrit dans la première partie de cette soirée. Et donc, si sa position en tant que matrice du social a été abondamment reconnue, étudiée, il me semble que par contre les enjeux de pensée qu'elle articule ont été soit déniés, soit de fort clos, soit de passés sous silence ou minorisés. Et donc, ce sont ces enjeux de pensée, ces opérateurs conceptuels que je voudrais relever, même s'ils ne sont pas thématisés par la mode, ils sont opératoires. Il y a deux constats préjudiciels qui ont orienté ma réflexion. Le premier constat, c'est que le phénomène contemporain des top modèles que je choisirai et donc que je prendrai à l'intérieur de la mode, convoque une série de catégories qui sont à la fois fondatrices, donc posées et subverties. Ces catégories, j'en ai sélectionné 4, c'était le temps et l'éternité, dont on a abondamment parlé avec Adèle Valreit et Marie-Aude Barognan, l'idée et l'empirie, la nature et l'artifice, et l'être et le paraître.
Et le second constat, mais je n'aurai pas le temps de le développer aussi ici, c'est qu'il m'apparaissait que la mode est un véritable laboratoire de style où étaient mises à l'épreuve et en même temps détournées deux dispositifs de pensée qui sont d'une part le platonisme, dont je montrerai qu'elle en fait une espèce de platonisme hétérodoxe ou hérétique, et l'incarnation qu'elle renverse simplement en une contre-incarnation. Pour des raisons simplement de temps, je ne traiterai que la première partie, donc comment la mode convoque et à la fois déplace les catégories fondamentales que j'ai résumées à un quatuor, si je puis dire. Et donc, ce qui est frappant, c'est qu'à l'intérieur de ces quatre polarités, à l'intérieur de chacun de ces quatre couples, qui révèlent donc des binarités instaurées par la métaphysique, on trouve l'indice d'une hiérarchisation, où un terme se voit valorisé, tandis que l'autre est indexé d'une valeur axiologique et véritative moindre. L'éternité est valorisée par rapport au temps, l'idée par rapport à l'empirie, la nature par rapport à l'artifice et l'être par rapport au paraître. Et alors même que la mode semble, d'après cette première radiographie, semble reconduire les dispositifs binaires d'une métaphysique, d'une ancienne métaphysique d'obédience pour aller vite platonico-chrétienne, une métaphysique qui n'a cessé d'être dénoncée depuis Nietzsche et par la suite par la déconstruction et les philosophies de la différence. On voit que dans le mouvement où la mode paraît avaliser ces polarités, en même temps, elle les déplace, elle les subvertit, elle les pose, elle les couture, elle les découture, elle les pose et les déstructure, exactement comme une métaphore de ce qu'elle fait empiriquement au travers des collections. Je vais d'abord articuler le binôme temps et éternité pour voir la façon dont il opère dans la mode et dont il est déstabilisé et troublé. Au travers donc, du stylisme, au sens large, les vêtements, les accessoires, les parfums, les bijoux, les cosmétiques, la mode déploie un rapport paradoxal au temps. D'une part, elle dessine les tendances d'une époque, elle anticipe et façonne les codes de la beauté et de l'élégance de demain, mais elle ne se conquiert qu'à se démoder indéfiniment, puisque la définition de la mode, c'est une espèce de non-contemporanéité par rapport à elle-même, exactement ce que Giorgio Agamben dans Nudité posait comme la matrice de l'expérience du temps présent, à savoir une dyschronie et une non-coïncidence par rapport à elle-même. On peut dire que la mode est toujours démodée parce qu'elle est en avance sur ce qu'elle sera et elle est en retard sur ce qu'elle est. Mais la mode se joue également du temps d'une autre façon, dont Mario Baroni en parlait, à savoir par le biais d'une réactivation de pans du passé, d'une exportation d'anciennes strates de chronos dans le présent, puisqu'il n'y a mode que là où les styles du passé se voient cités, réunis, reconvoqués dans une espèce d'esthétique du collage, du patchwork, du recyclage, où l'ancien est recyclé en vue du nouveau. Ces jeux de citations, de clins d'œil, de flashback, soumis à la loi de l'éternel retour sélectif, se laissent véritablement appréhender comme la marque de fabrique de la mode. L'autre complexité, puisqu'on peut dire que donc la mode est tout entière construite sur des paradoxes, ces paradoxes que Gilles Deleuze reconnaissait comme étant à l'origine de la pensée, l'empire de la mode s'est bâti sur le concept, ou plus exactement sur l'idée de la beauté ou de la femme, de l'homme idéal, en tant que frappé du sceau de l'éternité. La construction de l'espace social et mental de la mode passe donc par la production d'une icône du beau, même si cette icône est bien sûr relative au temps, aux époques et aux espaces, d'une épure idéalisée qui est coupée de ses adhérences temporelles et empiriques. Simultanément, cette idée de la beauté et les canons esthétiques qu'elle véhicule ne cessent de se modifier, de varier au fil du temps et selon les latitudes. Le corps de la top modèle ou le corps du top modèle emblématise donc cette abstraction d'une idée qui échappe à la loi de Chronos et qui est déliée du circuit de la naissance et de la corruption. L'accentuation, toujours plus radicale, d'un marqueur de jeunesse éternelle ne traduit pas seulement l'obsession d'un élixir de jouvence, mais bien aussi la volonté d'incarner un intelligible césuré des devenirs sensibles.
Donc on peut dire que d'une part, la mode s'affilie à Platon, à son temps comme image de l'éternité, ou encore au chant chrétien d'une éternité parfaite qui rédime le chaos du temps. Et par là, elle va élire cet homme modèle en image de cela même qui s'est installé dans la sphère de la perfection, à l'écart des marques temporelles de caducité, de dégradation et d'imperfection. Là où le vêtement d'une époque marque toujours le là, donc, et est circonscrit dans une durée éphémère qui est répétée de 6 mois en 6 mois, même plus vite maintenant, le mannequin, en opposition, manifeste dans sa chair le mythe de l'éternité. Un jeu d'écart maximal se donne donc à lire, d'une part, entre les parures et d'autre part les mannequins. Les premiers, ou plutôt les premières, les parures, indiquent donc une époque particulière et offrent la signature de qui sera à la page, tandis que les mannequins, d'être figés dans l'archétype de la jeunesse, incarnent l'idée éternelle de la beauté. Mais cette apparente rigidification de l'opposition du temps et de l'éternité se complique parce que dans la mode, chaque fois qu'on voit une polarité posée, elle se désaxe dans des poupées gigognes mais qui ne sont pas itératives à l'identique. Et donc cette opposition se désaxe du côté des parures d'une part et du côté des top modèles de l'autre. Du côté des parures, la connivence intersubjective entre des initiés qui reconnaissent une collection, qui reconnaissent un accessoire, un vêtement, comme étant actuel ou à la page, repose sur le partage d'un savoir. Le savoir de qui est à même de déchiffrer le code des signes et d'en mesurer l'adéquation à la fine pointe de la tendance qui fonctionne comme une vignette du maintenant. Mais en même temps, l'indicateur d'un branchement sur un présent extrêmement étroit recourt à un arrêt sur image, à une espèce de repérage, à une césure qui ne cesse de se dérober. Là aussi, Agamben, dans Nudité, avait repéré cette espèce de glissando, d'estompage de la césure entre le ne plus et le ne pas encore, entre ce qui n'est déjà plus à la mode et ce qui ne l'est pas encore, puisque cette césure glisse dans une espèce de flou et d'indécidable. Et ce, parce que simplement, personne ou nul ne sait quelle instance présente radicalement la pointe du maintenant de la mode. Est-ce le styliste au moment de sa création, ou bien la couturière à l'étape de la confection, ou bien encore les mannequins lors du défilé sur les podiums. Donc, au lieu d'être repérable sous l'espèce d'un point qui fracture le temps chronologique, la césure est soumise à l'insaisissable, une espèce d'indécidable, un théorème de Gödel de la mode. En outre, l'affaire se complique d'entour, parce qu'il y a vraiment une espèce de circularité dans la mode qui fait que tous les paradoxes foisonnent et donc rebondissent les uns sur les autres. L'affaire se complique puisque d'une part la césure est illocalisable, mais comme on l'a dit, la mode recycle des vignettes du passé et performe en permanence des revivals des 60s, des 70s, dans les années 80 ou 90, et donc elle met véritablement en œuvre des espèces de looping temporels en réimportant des âges morts dans le temps vif du présent et en désaxant la linéarité de l'enchaînement historique. Et donc la puissance de brouillage de la mode n'est autre que la puissance de sa répétition, et car injecter des marques du périmé de l'antérieur dans le cône du présent, c'est bousculer l'ordonnancement réglé de Chronos et se rallier à un nouveau paradoxe, le paradoxe que Deleuze avait pointé dans différentes répétitions, à savoir que loin que la deuxième, troisième, xème occurrence répète la première, c'est la première qui répète toutes les autres. Donc on pourrait dire que la mode est prise dans l'éternel retour de vignettes, mais c'est le ce qui fut, le ce qui a été, qui répète le ce qui est et ce qui sera. Du côté des top modèles, une même érosion ou un même brouillage de la polarité temps et éternité se voit à l'œuvre. Une première instabilité peut s'énoncer comme suit. Tantôt les mannequins sont affectés au rôle d'incarner une jeunesse avec ses X paramètres, tantôt leur corps emblématise l'idée d'éternité. Et la seconde instabilité achève de brouiller la première, à savoir que les top modèles ne condensent l'aura de la jeunesse qu'à ventriloquer précisément la femme dans son idéalité éternelle, et à contrario,
qu'elle ne campe l'eidos, donc l'essence de la beauté, de l'élégance, de la séduction, qu'a affiché les marques de la juvénilité. Alors le deuxième binôme que j'ai interrogé, qui me semble prégnant dans la mode, selon une perception quasiment phénoménologique, c'est le binôme de l'idée de l'empirie. Parce qu'il me semble que l'horizon sur lequel la mode se découpe pose l'idée de la beauté ou de la femme, de l'élégance, de l'homme idéal en clé de voûte de son dispositif. Et la charge qui incombe au top modèle est donc de s'effacer derrière l'effigie, de s'effacer derrière l'icône qu'elle représente. Et on pourrait dire que leur corps n'est que le lieu transitoire de l'idée qu'elle représente. Dès lors, le problème platonicien, et le casse-tête platonicien, pourrait-on dire, de la participation entre le sensible et l'intelligible est dissous dans la mode par la désarticulation des deux termes. Certes, l'idée, existant en soi et par elle-même, requiert encore le concours de créatures qui attestent de la présence de cette idée, du beau, de l'élégance ou de la séduction. Quoique, on pourrait dire que les images de synthèse ou les mannequins virtuels permettent ou permettront de se passer peut-être partiellement des top modèles incarnés. Mais en traversant les top modèles, l'idée vise sa monstration à même l'éclipse des êtres empiriques qui les matérialisent. On est donc sorti du régime platonicien de la participation pour entrer dans ce que j'appellerais le royaume de la ventriloquie, où les top modèles ventriloquent une idée. Donc c'est un platonisme, mais je crois que Françoise Gaillard va peut-être l'aborder, qui se retourne en une espèce de... La revanche de Baudrillard ou de Klossowski sur Platon, les idées qui versent dans le simulacre, ou bien la revanche de Mallarmé, une espèce d'idéalisation mallarméenne, où l'absente de tout bouquet, ce serait ici l'absente de toute femme. Sur les podiums, lors des défilés, dans les magazines, dans les campagnes publicitaires, les corps qui officient le rituel de la haute couture et du prêt-à-porter n'existent donc qu'à être hiératisés et idéalisés. Je fais une petite parenthèse ici. Christian Salmon, dans Kate Moss Machine, avait démontré combien la mode est peut-être un lieu mystique, le dernier rituel, la dernière religion, une espèce de religion païenne bien sûr, mais où même le shopping serait de l'ordre d'un office. On est ici en plus dans une abbaye. Donc le dernier culte où au travers surtout des podiums il y aura une espèce de cérémonial. Et bon, je vais en rester là, sans ça ma digression va être trop longue. Et quand bien même on assiste, surtout ces dernières années, à l'introduction parfois encore réglée et codifiée de signes plus personnels, de marques expressives, on peut penser au tatouage, au piercing, combien même on se plaît parfois à bousculer la froideur, la neutralité des top modèles. L'impératif d'intouchabilité et de distance me semble le pilier encore de la mode, même si John Galliano avait fait défiler clochard en développant le concept de pauvre chic, Galliano qui va d'ailleurs revenir via la maison Martin Margiela. Et donc pour moi c'était une très belle chose de lire ça récemment, petite parenthèse encore. Même si Jean-Paul Gaultier, lors de ses défilés, l'enfant terrible de la mode, a voulu aussi contester la grammaire quand même très figée de ce monde, bousculer les conventions, a fait défiler des quinquagénaires, des lolitas, des gros, des minces, des vieux, Bon, néanmoins, il me semble que toutes ces espèces de micro-contestations, même si restent quand même tributaires de l'hommage du vice à la vertu, ou l'hommage de la dis-beauté, de la dis-chronie, de la dis-femme ou du dis-homme, des YS bien sûr, à la beauté. Donc, il me semble que ce qui singularise avant tout donc la mode et les top modèles, c'est que ce par quoi le vivant s'arrache aux signes de matérialité, la pilosité, la sueur, les marqueurs biologiques de la finitude, ce par quoi il se détache d'un certain humain trop humain pour se rapprocher des déesses ou des anges. Bon, ça c'était
une idée qui m'était venue et qui est peut-être venue de la lecture de Laurent de Sutter. Là, les stars du porno étaient comme des anges. Moi, j'ai toujours vu les top modèles comme des anges, des espèces d'intercesseurs entre l'idée de la beauté, aussi l'idée des créations, et donc qui se sacrifient quelque part, qui sacrifient leur corps pour mettre en évidence l'idée ou les parures du créateur. Et donc, c'est des intercesseurs entre cette sphère et la sphère des fashionistas ou les autres qui sont hors hypostase et hors course, si je puis dire. Donc, la profession de foi de la mode me semble celle d'un icarisme, d'un idéalisme absolu, à savoir une rédemption du sensible, une rédemption de tous les signes et marqueurs de finitude pour un envol dans l'empirée des idées. Alors que la mode illustre paradigmatiquement la formule de Nietzsche qui converse son renversement du platonisme, à savoir s'en tenir à la surface, adorer l'apparence, devenir superficiel à force de profondeur, comme il dit. La mode est, d'une part, platonicienne par cette ode aux idées. Certes, dans le ciel de la mode, il n'y a pas dans la mode le problème qu'il y avait dans le platonisme, y a-t-il une idée du poil, de la boue, etc. Puisque dans le ciel de la mode, on n'a le droit de citer qu'une constellation extrêmement réduite d'idées. L'idée de l'harmonie, l'idée de la jeunesse éternelle, de la finesse, de la sveltesse, de la symétrie, de l'élégance. Et il me semble que cette constellation d'idées, toutes ces idées sont indexées sur l'idée de beau, même si dans le beau, on peut aussi mettre le laid. C'est une catégorie aussi assez nomade et mouvante. Donc la singularité de la mode me semble provenir de sa réinvention du platonisme et de cette torsion hétérodoxe qu'elle y imprime, à savoir le vœu de libérer des idées pures, des césurées de la incarnation empirique. Et donc, une démonstration les plus flagrantes de ça me semble être un nouveau paradoxe, à savoir que là où on pourrait s'attendre à ce que la mode mette en valeur le corps, on assiste, Marie-Josée Montsin l'avait démontré, à une espèce de dématérialisation, ce que moi je vais appeler le corps glorieux de la top modèle. Le paradoxe, c'est que le corps est de plus en plus évanescent, de plus en plus immatérialisé, et quasiment un corps glorieux, un corps sans chair. Et bon, ce sera trop long aussi, mais on pourrait faire un raccord avec le corps sans organes de Deleuze, justement. Il ne l'avait pas pris dans sa typographie, mais peut-être qu'avec Fanny Deleuze, il y avait pensé. Donc la nécessité d'une participation des choses sensibles à l'intelligible et les difficultés que cette question avait entraînées dans le platonisme font place donc dans le monde de la mode à une quasi-déliaison des deux instances. Je vais quand même passer sans ça, je vais être beaucoup trop longue. Disons que je voulais juste pointer deux effets de la déliaison de l'articulation entre sensible et intelligible. Le premier effet, c'est que ça mène au brouillage de la division platonicienne entre bonne copie et mauvaise copie. Et ce premier brouillage entraîne un second brouillage et le glissement de l'idée dans le simulacre. Mais je vais passer à la troisième polarité pour ne pas avoir des chemins au sentier qui bifurquent à la Borges. Et donc, c'est la convocation de la troisième polarité, la nature et l'artifice, qui me semble donc essentielle à la mode. À la différence des deux premières polarités, l'opposition de la nature et de l'artifice n'est activée par la mode qu'à se voir a priori infirmée. C'est d'emblée que la mode va éroder la frontière entre le naturel et l'artificiel. Rien n'est moins naturel que la nature. La définition de la nature humaine, de la nature du beau, est de n'avoir point d'essence naturelle et de relever de constructions et d'inventions éphémères en perpétuel aménagement. Donc on pourrait dire que l'idéalisme et l'icarisme affichés par la mode se corrèlent à un anti-essentialisme. L'androïde, la créature cyborg, n'est pas le fruit tardif de prouesses technologiques qui permettent d'engendrer l'homme mutant, mais c'est structurellement qu'il y a une invasion réciproque d'une nature à jamais non naturelle
et de l'artifice, une invasion réciproque donc de la physis et de la techné. Cette conviction qui vertèbre la mode l'affiche exemplairement dans son brouillage, par exemple, des pôles entre l'adulte et l'enfant, entre l'homme et la femme, entre l'humain et l'animal, en jouant chaque fois sur une érosion des différences. Les podiums se peuplent alors de tribus inédites. On pourrait parler des peuples à venir auxquels on appelait Gilles Deleuze, puisqu'on pourrait voir la mode comme un laboratoire de pensée qui est à la recherche du transhumain, et elle expérimente des hybridations qui sont quand même limitées et codées, mais ça ce serait trop long ici, dont tous les devenirs ne sont pas autorisés, mais des hybridations entre l'homme et l'animal, l'homme et la machine, en opérant non seulement sur l'image et la représentation du corps, mais sur le corps même. Donc, au travers de ces transformations et altérations, de son jeu sur les limites corporelles, de sa redéfinition de la question spinoziste « qu'est-ce qu'un corps ? Que peut un corps ?» la mode me semble adresser un défi conceptuel et une mise en crise du soi qui s'étend au-delà du seul registre de la représentation. En désaxant, par exemple, les constructions de la masculinité et de la féminité, en important aussi des traits de la rue, des codes des ghettos, la mode libère des façons inédites d'être au monde, dans le même mouvement où elle façonne et discipline des corps soumis à un biopouvoir. Tout à la fois, on peut dire donc que la mode émancipe, libère les corps, et qu'en même temps, elle les embrigade, les codes, en les soumettant à ses dictats. Je vais passer à la dernière catégorie, l'être et le paraître, puisque s'il est une catégorie qui vertèbre et qui se donne comme cardinale et consubstantielle à la mode, c'est celle du paraître, de l'apparence. La plupart des critiques de la mode se sont faits au nom d'une stigmatisation, de son culte du superficiel, de sa focalisation sur l'apparence, comme si, en nous entraînant dans la magie des formes, ça nous piégeait dans un monde de formes vides. Dans ce procès, l'apparence a été chaque fois accusée de faire barrage à l'essence, ou bien au pire d'agiter une espèce de miroir aux alouettes pour voiler le fait que derrière le paraître, simplement, il n'y a rien. Donc, dans l'Occident, ou dans la métaphysique occidentale, il y a eu comme une espèce d'équation qui était morale, épistémologique mais également morale, posée entre apparence et frivolité, apparence et tromperie, apparence et duperie. Et donc la suspicion portée à l'égard et à l'encontre d'une mode jugée superficielle, frivole, d'un culte du paraître condamné comme justement futile, reconduit l'association immémoriale entre culte de l'image et perdition, une association que l'on retrouve dans l'histoire de l'Occident chrétien et qui ravive également la querelle entre iconoclastes et iconodules dont la mode réactive le dispositif. Mais à partir du moment où on déjoue le schéma prégnant de cette histoire de la métaphysique, le monde se laisse alors appréhender comme un règne de simulacres qui n'ont plus à être dépassés vers une vérité prétendue dont il serait le mensonge, et la mode devient un lieu où s'expérimentent des puissances de liberté. Je terminerai en disant que les liens que la mode établit entre essence et apparence sont extrêmement plastiques, multiples et fibrés. L'accent porté sur le montrable peut prendre deux formes extrêmes, soit l'exhibé sans reste, où la collection et les parures affirment une monstration qui ne fait signe vers rien d'autre qu'elle-même, et l'autre extrême, le repli, le geste d'un montré, qui se dépasse vers un cachet et qui en appelle à un au-delà de l'évidence affichée.